Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. Certains disent que la vie est née d'un songe, et depuis, ce n'est pas s'interroger sur les rêves, et leur signification n'est pas quelque chose de nouveau, même si ça a été repris avec succès donc à la fin du 19e siècle et du 20e par Freud et surtout par Jung, son disciple, qui est allé plus loin, comme on va le voir. Et déjà dans l'Antiquité, les Grecs, dans les mythologies anciennes, ont retrouvé cette idée d'une correspondance entre le sommeil, hypnos, il y avait un jumeau qui s'appelait Thanatos. Thanatos, la mort, le sommeil, petite mort quelque part. Et ils avaient un fils qui s'appelait Morphée, le dieu des songes. Vous voyez, c'est déjà toute une famille, c'est-à-dire que les Grecs, avec des intitulés mythologiques, dirions-nous, pas avec notre langage actuel, avaient déjà compris, cerné l'intérêt de se pencher vers la dimension de la psyché humaine ou de l'âme humaine, avec son réservoir de rêves, qui nous donne accès bien plus qu'à nous-mêmes, mais à une dimension universelle de l'être humain. Et si nous sommes tous ici en quête de compréhension des choses et de connaissance de nous-mêmes, nous pouvons puiser, justement à travers l'œuvre de Jung, à travers des sources universelles de connaissances, qui puissent nous relier au-delà des différences. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a énormément besoin de sortir de son petit précaré et justement de concevoir que l'être humain, fondamentalement, est le même dans ses aspirations, ses craintes, et son besoin de devenir soi-même, comme on dit. Ce qui chez Jung s'appelle la voie de l'individuation. Alors avant d'aller plus avant, je vais vous expliquer comment va se dérouler la conférence, et après je reprendrai dans les détails. Donc je vais commencer quand même pour présenter Jung tout de même, et ensuite la vision de la psyché, si vous voulez l'âme humaine, la psyché, ces différentes divisions selon Jung, puisque c'est au sein de cette psyché, enfin dans ce qu'on appelle l'inconscient, les deux inconscients, que se déroulent nos rêves, c'est-à-dire l'objet de notre réflexion et partage ce soir. Ensuite, on parlera plus précisément des messagers de cet inconscient. Oups, don't touch, ça va? Faut pas toucher. Les messagers de l'inconscient, qui obéissent à des polarités masculines et féminines en toute complémentarité. Donc c'est un enjeu très intéressant de complémentarité, de rencontre des contraires. Nous verrons aussi que le rêve a un langage symbolique auquel notre raison raisonnante n'est pas accoutumée, ce qui nous fait porter des fois sur nos rêves un regard désapprobateur ou une incompréhension totale. Nous verrons comment fonctionne le sommeil, les rêves, les 4 types de rêves, tout ça assez rapidement, pour pouvoir arriver quand même à quelques exemples. Les personnages du rêve, qui sont aussi vastes, on dirait, que la nature tout entière, des exemples de symboles, et nous terminerons par donc, la projection des 7 rêves de Jung, et j'en aurai un autre pour terminer. Voilà. Donc je vais essayer de respecter le format de... Faut pas faire plus d'1 heure. Donc, je vais m'asseoir. J'aime bien vous voir, mais j'ai besoin de m'asseoir. Hein. Voilà. Donc, déjà, avant d'aborder Jung, juste un petit préambule. Il faut savoir que notre inconscient, c'est-à-dire ce dont on ne maîtrise pas, si vous voulez, le conscient, c'est notre compréhension du monde, notre rapport au monde. L'inconscient, il surgit des profondeurs, d'ailleurs c'est la psychologie des profondeurs, et tout d'un coup il nous interpelle. Et ça concerne absolument tout le monde. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à vos rêves, donc vous ne serez pas surpris. Mais des fois j'entends des gens qui disent « mais moi je ne rêve pas ». Si tout le monde rêve, tous les mammifères rêvent, même les poules rêvent. Mais oui, moins longtemps, mais elles rêvent aussi. Donc ça concerne tout le monde. Donc, comme je vous disais tout à l'heure,
dans la mythologie grecque, il y avait ce triptyque, mais qui était relié, en fait, donc à la mort, avec une mère inspiratrice qu'on appelait la nuit. Autrement dit, c'est l'envers du décor de notre vie habituelle. Là où les choses, en fait, sont effrayantes, parce qu'elles n'entrent pas dans le domaine du connu, mais en même temps, elles sont source de vitalité, de créativité, de renouveau. Pas se renouveler dans le connu. On ne peut que le reproduire ou le rejeter. Donc c'est très intéressant d'oser se confronter à ce monde inconnu qui fait partie de nous-mêmes, mais peut être source de découvertes et d'aventures très intéressantes, d'enrichissement personnel. Ce qui est l'objet d'une école de philosophie, de se connaître pour mieux se relier aux autres. Et aussi, on dirait, à l'univers, ce qui peut sembler grandiloquent, mais disons aux grandes lois du monde, qui fait quand même, on est sur la même barque. Donc tout le monde rêve. Vous savez, on dit qu'on rêve 1/12 de notre vie. Alors si vous faites le compte, 1/12 de notre vie, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire à 60 ans, on aura rêvé à peu près 5 ans. Pardon pour les interruptions que je vais gérer au mieux. Donc les rêves, qu'ils nous semblent absurdes ou au contraire très éclairants, il faut comprendre que c'est notre coffre au trésor. Parce qu'on a énormément de réponses, d'interrogations dans le cadre de nos rêves. Et c'est pourquoi les rêves sont nommés par Jung la voie royale de l'inconscient. La voie royale de l'inconscient, qui est un extraordinaire voyage intérieur, gratuit, accessible à tous. Parce qu'il faut savoir que chaque nuit, notre inconscient déroule un film, on appelle des rêves. Et ce film, nous en sommes l'auteur. Nous en sommes le metteur en scène. Et en général, on joue tous les personnages. Pas toujours, mais souvent. C'est un scénario qui est écrit par nous et pour nous. Intéressant. Mais si, le rêve nous parle à nous. Et à nous seuls. On ne peut pas le transposer d'une personne à l'autre, même si on peut interpréter les rêves, mais ça ce serait beaucoup plus long, parce que le langage, ce qu'on peut apprendre à déchiffrer, ce sont les symboles, le langage symbolique, qui apparemment sont les mêmes, on les retrouve partout, quelles que soient les époques et les cultures, on retrouve des symboles identiques, ou analogues on va dire. Alors, avant d'aller plus loin, Carl Gustav Jung, qui était-il ? Bon, un éminent psychiatre suisse. Il est né en 1875, il est mort en 1961, donc il a chevauché grandement le 19e et le 20e siècle. Comme vous le savez sans doute, il a été le disciple de Freud, qui a eu le mérite de faire redécouvrir l'inconscient. Je dis redécouvrir, puisque c'était, disons, quelque chose de connu dans l'Antiquité, mais qu'on avait un petit peu perdu de vue. Et tout ça était très intéressant dans une époque où le matérialisme, la technologie, avait commencé à avoir une emprise très importante sur l'époque. Donc, créer un pont. En fait, il a voulu, donc, à travers sa démarche éclectique, créer un pont entre les rêves et les expériences spirituelles faites par les hommes à travers les âges. Et c'est là où ça nous intéresse par rapport à l'idée de puissance des rêves et d'accès à soi-même. Créer un pont entre les rêves. Donc, il a ensuite rompu avec son maître Freud, sans le renier, mais il est allé plus loin. Disons que la grande différence, simplement qu'il a voulu aller au-delà de considérer que l'instinct sexuel comme symptôme des pulsions refoulées était la cause des névroses, ce qui d'ailleurs est exact, mais il a voulu aller plus loin en expliquant qu'il y avait une autre dimension de l'inconscient dont Freud ne parlait pas, qui est l'inconscient collectif. Enfin, voilà pour faire court ce qu'il a ajouté, si vous voulez. Ce qui change beaucoup de choses quand même. Ça élargit les perspectives. Voilà pourquoi on s'intéresse à Jung. Alors, il faut savoir que
il a énormément voyagé, il a étudié, enfin, une somme incroyable d'ouvrages, et il a mené des enquêtes au Nouveau-Mexique, au Kenya, en Amérique du Nord, aux Indes et en Europe pour étudier les mœurs sur place, en ethnologue, avec un esprit ouvert, les religions, les psychologies, c'est-à-dire tous les domaines de la connaissance humaine. Pourquoi ? Pour s'assurer du bien fondé de sa théorie de l'inconscient collectif dont on va parler. Et il est arrivé à la conclusion qu'il existait bel et bien un fond commun psychique universel, porteur d'archétypes. Un fond commun psychique universel, ça semble compliqué, porteur d'archétypes. Ça veut dire quoi ? C'est comme, si vous voulez, dans des plans de réalité autres, un réservoir d'archétypes, ce sont des modèles structurants pour l'être humain, qui sont invariants, c'est-à-dire de tout temps, dans tout lieu, tous les hommes peuvent arriver à s'y connecter pour trouver une inspiration et réaliser des œuvres, etc. Donc c'est assez extraordinaire. Quand on parle de l'unité du genre humain, lui s'est employé vraiment à le vivre et à le vérifier par son expérience clinique, parce qu'il n'était pas seulement un théoricien, mais aussi un praticien. Donc il l'a expérimenté auprès de ses patients, puisqu'il était médecin, psychiatre, mais également il a étudié depuis tout petit, vous verrez, ses propres rêves, puisqu'il il était très inspiré. Il a fait des rêves absolument extraordinaires, que l'on va partager tout à l'heure. Donc, on va dire que l'objet de ces recherches, c'est l'autoréalisation par la relation. Donc, autoréalisation, le but c'est ça, rencontrer le soi, comme on dit, par la relation à créer entre le conscient et l'inconscient. Je vais faire un petit schéma, puisqu'on dit que le rêve est la voie royale entre le conscient et l'inconscient. Donc, quelle est la représentation que se fait Jung de l'âme humaine, ou de la psyché, si vous préférez, les deux termes étant, on va dire, pour nous, équivalents. Alors, bon, je vais faire le dessin, puis après je vais expliquer. Alors, imaginez un iceberg, vous voyez, c'est un iceberg, tout ça c'est dans l'eau. Vous voyez, tout ça c'est dans l'eau. Okay, et ça c'est la ligne du conscient. Conscient, mais c'est ce dont on a conscience, bon, c'est pas la palissade, c'est-à-dire c'est notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde, qui fait qu'on se définit avec des limites comme étant telle personne, pas telle autre, avec telle qualité, tel défaut, etc. Voilà. Et c'est ce que Jung appelle le moi, ou l'ego, si vous voulez, c'est la même chose, et qui est en rapport avec le concept de persona. Alors, persona, c'est un mot latin qui veut dire le masque, qui est intéressant parce que quand on parle de masque, on parle de jouer un personnage. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez les philosophes grecs, que l'identité profonde est derrière le masque, mais que la vie sociale, les circonstances font que, bon an, mal an, nous jouons un rôle qui nous permet d'exister dans la vie sociale et à nos propres yeux aussi, quand on se regarde dans la glace. Voilà. Et d'exister disons selon les critères que l'on estime valables et valorisants pour nous. Le problème, c'est que ce moi, cette persona, donc le moi, ce serait le cœur de la persona, si vous voulez. Ce moi personnel, il est très égocentré et il aurait tendance à se prendre pour le maître à bord. Si vous voulez quelques exemples, c'est les selfies. Voilà, par exemple, tout le temps en train de se regarder, de se photographier soi-même, qui est quand même un phénomène assez récent et assez inouï. Bien. Alors, qu'y a-t-il sous cette ligne d'horizon ? Vous voyez, qui représente une image archétypale très ancienne, celle de l'île, enfin de l'îlot, ça c'est la partie émergée, qui sort des eaux.
On a cette image-là en Égypte et dans d'autres traditions aussi. Et dessous, eh bien, c'est l'océan. L'océan qui a toujours été un symbole universel de l'inconscient. Mais l'inconscient est une réalité, mais c'est une réalité qui est cachée et que quelquefois on n'a pas trop envie de rencontrer parce qu'il est peuplé aussi de monstres, de dragons, mais aussi de perles. Vous savez, comme dans les histoires, avant de trouver un trésor, il faut toujours affronter le dragon qui est devant la grotte. Bon. Alors, il y a deux types d'inconscient. L'inconscient personnel, celui dont parlait déjà Freud, comme source de toutes les névroses, et le grand ajout de Jung, c'est l'inconscient collectif. Voilà, l'inconscient collectif. Voilà. Et c'est en plongeant au cœur de l'inconscient collectif qu'on va toucher ce qu'il appelle le soi. Alors le soi, en fait, ce serait l'identité profonde qu'on va trouver au cœur de soi-même, mais qui a la capacité, en fait, de relier toutes les étapes tous les niveaux de conscience pour arriver à soi-même. Voilà. Le soi, c'est une dimension qui relie tout, au-delà de toutes les contradictions. Voilà. Et il y a aussi un autre mot, pour comprendre un peu le langage, ce qu'on appelle l'ombre. Bon, c'est facile à comprendre, l'ombre. L'ombre, ce sont les défauts, ce qu'on ne veut pas voir, ce qui nous fait peur. C'est l'envers de nous-mêmes, mais qu'on ne peut pas rejeter. Puisque dès qu'il y a de la lumière qui se projette, l'ombre se projette aussi. C'est comme dans la nature. Voilà, l'ombre qui est quelque part, on va dire, entre les deux. En général, qui est bien refoulée dans l'inconscient, mais qui aurait besoin de remonter au conscient pour accepter, eh bien, d'assumer qu'on a des pas à faire dans l'amélioration, la transformation de soi. Pour l'intégrer dans le conscient, c'est intéressant parce que c'est à partir de là qu'on peut travailler dessus. C'est-à-dire les rêves sont extraordinaires comme chemin d'accès, on va dire, à ce monde intérieur, mais dans le rêve, on ne peut pas agir directement, enfin pas à notre niveau, disons, je m'inclus, mais lorsqu'on remonte au conscient les éléments qu'on a compris du rêve, ça va permettre d'engager un travail intérieur, un travail philosophique. Donc, ce qui est intéressant avec l'ombre, c'est que en général, on ne veut pas les voir, les défauts. Et c'était assez facile de se rendre compte des vrais défauts. Pas les petits défauts mignons qu'on aime bien et qu'on cajole, mais les vrais défauts qu'on met sous le tapis, c'est ceux qu'on ne supporte pas de voir chez les autres. Parce que les gens font miroir. Donc s'il y a quelque chose qui vous exaspère chez quelqu'un, dites-vous que vous avez certainement cet aspect-là à... disons, arrangé chez vous. Voilà. Donc, intégrer l'ombre requiert une grande force morale et l'abandon de nos préjugés. Et c'est l'objet de la démarche philosophique. Voilà pourquoi nous traitons ce sujet. Encore quelques mots sur l'inconscient collectif. Il est commun à toute l'espèce humaine. Il s'est élaboré à partir de la mémoire de toute l'expérience ancestrale, depuis des millions d'années. C'est comme une sorte d'image éternelle du monde. Donc nous avons à disposition un réservoir d'images structurantes pour notre psyché, pour notre âme, que nous pouvons, à travers il y a différents moyens d'y accéder, mais entre autres, les rêves en sont une voie royale. Jung explique, je cite, « Tout comme le corps humain révèle une anatomie commune, par-delà toutes les différences raciales, la psyché possède de son côté, au-delà de toutes les distinctions culturelles et conscientes, un substrat commun que j'ai désigné du nom d'inconscient collectif. » Et ces expériences ancestrales se traduisent par des images symboles, archétypales, indépendants du temps et de l'espace, comme je vous ai dit.
Voilà. C'est-à-dire quelquefois le rêveur utilise des symboles qu'il n'a jamais vus. D'où il les sort? Il est allé quelque part les piocher dans ce mystérieux inconscient collectif qui nous relie tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est le concept du soi, évidemment, puisque le soi, avec une majuscule, peut être défini comme le centre de l'être. Nous ne sommes pas notre persona, même si notre culture matérialiste nous a fait nous identifier totalement au paraître et à notre moi conscient. Nous, on est autre chose que ça. Il ne s'agit pas de renier notre persona, mais de comprendre qu'il y a la perle est à l'intérieur. Le trésor enfoui, il est à l'intérieur. Et on retrouve cette idée dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, dans lesquelles Jung s'était baigné. Il les connaissait très bien. Si vous êtes courageux, il y a des tonnes d'ouvrages de Jung sur ce sujet. Ce n'était pas un amateur. Non seulement il était intuitif, il rêvait, mais il savait de quoi il parlait. Donc l'enjeu, c'est le soi, c'est-à-dire faire émerger l'identité profonde. Mais pour cela, il faut passer le seuil de l'ombre, que je n'ai pas mise, mais je vais mettre l'ombre. Parce que le problème, en général, il est là. Voilà. Ce qu'on ne veut pas voir. On voudrait du soleil sans ombre. Voilà, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans ce plan. Dans le plan des rêves, c'est possible. Alors, ça va, je peux continuer? Bon. Alors, si vous avez des petites questions de compréhension, n'hésitez pas à me demander. Sinon, on dialoguera à la fin. Alors, nous arrivons donc aux différents niveaux, ce qu'on appelle les messagers de l'inconscient collectif, qui se font, disons dans un premier niveau, dans ce qu'on appelle l'archétype sexuel de l'animus et de l'anima, dont vous avez certainement entendu parler. Alors, je vais expliquer ce que c'est, mais pour comprendre ça, il faut savoir que, là encore, comme on le retrouve dans toutes les traditions, l'humanité au départ était, non pas asexuée, mais elle était, comment dit-on, elle avait la double polarité. Voilà, elle était androgyne, c'est séparé. C'est-à-dire que chacun de nous, quelle que soit notre polarité actuelle, portons la double polarité. On retrouve ça chez Platon aussi, entre autres. Alors c'est intéressant parce que dans les rêves, on va rêver de personnages masculins ou féminins. Alors, ceux qui sont du même sexe que nous, en général, c'est nous-mêmes. Ce sont des reproductions de nous-mêmes, voilà. Quand ce sont des personnages de l'autre sexe, eh bien, ce sont les représentations de l'image qu'on se fait de l'autre polarité. Alors, comment ça s'appelle, ça? Alors, chez les hommes, par exemple, chez les hommes, la polarité féminine, qui fait partie de sa nature, s'appelle anima. C'est-à-dire c'est la dimension féminine de la psyché à l'intérieur de l'homme. Okay. Maintenant, chez la femme, la polarité masculine s'appelle animus. Et ça joue un rôle, ces deux facettes. Donc, animus, principe masculin chez la femme, anima, principe féminin chez l'homme. En rapport aussi avec ce qu'on pourrait appeler, chez les anciens, j'aime bien les Grecs, et on l'utilise beaucoup parce qu'ils se sont vraiment penchés sur toutes sortes de questions. Eros, logos, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots grecs. Eros, dans la mythologie, c'est pas seulement le dieu de l'amour, c'est un peu réducteur. Hein, c'est la force originelle qui met les choses en mouvement et qui les relie, qui permet la vie. Et le logos, c'est le verbe, c'est l'intelligence rationnelle, etc., qu'on associe normalement au masculin et l'éros au féminin. Là, c'est inversé. Alors, en fait, lorsqu'on les rencontre donc dans son rêve, si on rencontre son opposé, ça va nous donner des indices de où on en est avec l'intégration de la polarité opposée. Donc, je vais vous donner quelques exemples de représentations archétypales. Donc, la figure féminine de l'anima chez l'homme, peut-être. Alors, en fait, il y a différents niveaux
en fonction de la conscience de la personne, enfin, on va dire de son évolution. Ça peut être plus basique et ça peut être plus subtil, plus évolué. Donc ça irait pour l'homme de la femme primitive, relation purement instinctive, biologique, ou alors vraiment la belle femme, mais bon, rien dans la tête, mais bon, voilà, c'est le premier niveau. Après, ça sera quelque chose d'un peu plus subtil. La beauté, comme dirait Platon, c'est une belle âme, pas seulement un beau corps. Donc il y a l'idée d'esthétique qui vient s'associer à l'érotisme, donc c'est un niveau au-dessus déjà, hein, dans le personnage féminin qui apparaît dans le rêve. Ensuite, on aurait encore le niveau au-dessus, une image de la femme vénérée, où là on sublime l'érotisme jusqu'à la dévotion, ou par exemple les images de la Vierge. Et enfin, ce qu'on appelle la sapientia, ou la sagesse de l'éternel féminin. C'est beau, hein? Comme il y a une représentation ici quelque part. Alors, comme c'est par exemple l'idée de la dame au Moyen-Âge, qui était l'inspiratrice du chevalier, voilà, au nom de laquelle il va accomplir ses exploits. Alors en fait, il y a des aspects négatifs et positifs qui sont exprimés en même temps dans ces principes. Ils sont ni positifs ni négatifs, parce que la femme peut être en même temps la dame ou alors la sorcière, selon l'image qui apparaît. Il n'y a pas de manichéisme dans cette vision, les bons, le mauvais. Tout est à prendre. Alors, qu'est-ce que ça donne? En général, une anima un peu trop exacerbée. Chez l'homme, ça donnera un peu trop d'affectivité, par exemple, au détriment du logos. Alors, maintenant, on passe à l'animus chez la femme. Alors, c'est pareil, les 4 niveaux, on va dire, archétypaux, ça sera, bon, monsieur muscle, le gars bien, le beau mec, quoi, mais bon, voilà. Le pouvoir physique, si vous voulez, l'attractivité sensuelle et tout. Bon, ça fait partie de la vie, bon, mais on peut passer à l'étage au-dessus aussi. Alors, l'homme, l'aventurier, l'homme romantique, là, on admire autre chose qu'un beau corps, mais la prouesse, par exemple. 3e niveau, celui qui a la parole, le professeur, le leader politique ou religieux. Et oui, on peut aussi être sensible à l'intelligence, voilà. Ensuite, le sage. Ça termine toujours par le sage, hein, c'est le 4e archétype, comme les grands philosophes, etc., les grands leaders religieux. Enfin, ils les ont mis au niveau au-dessous, ça dépend. Alors, un excès d'animus chez la femme, ça donnerait vouloir tout contrôler, par exemple, ou, pour jeter un petit clin d'œil à l'actualité, certaines formes excessives de féminisme, par exemple. No comment. Voilà. Contre le féminisme. Enfin, il ne faut pas parler de la même chose. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, l'intérêt de cela, c'est de comprendre que l'enjeu de la connaissance de soi passe par la réconciliation des opposés. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre des sexes ou de rentrer dans une espèce d'indifférenciation quelconque, mais de comprendre qu'il faut travailler ce qui nous manque. Il y a le sens de travailler ce qui nous manque pour l'intégrer en soi, afin de retrouver sa complétude en soi, et ça permet aussi de communiquer avec les autres, puisqu'on ne peut communiquer avec les autres que sur la base de ce qu'on porte en soi. Sinon, on ne peut pas les comprendre. Donc c'est une voie d'harmonisation des contraires qui est présente dans toutes les traditions spirituelles. À titre d'exemple, parce que Jung a beaucoup travaillé avec les symboles, vous connaissez certainement tous ce symbole. Oups. Ok. Bon, excusez-moi, le dessin est assez basique. Vous connaissez ce symbole, Yin Yang. Ça vient de la philosophie chinoise du taoïsme. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente un principe d'unité double, principe yin, noir, avec le point blanc, yang, blanc, avec le point noir. Cette roue est en mouvement, c'est-à-dire c'est une transformation incessante entre les deux principes qui, tour à tour, vont dominer. C'est comme le conscient et l'inconscient, si vous voulez. Les deux sont enroulés dans une même réalité. Ils portent leur contraire à l'intérieur. Donc la seule manière de vivre cette totalité, c'est-à-dire de devenir soi-même un individu, comme dirait Jung,
un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui retrouve son unité, qui n'est plus déchiré continuellement dans des contradictions. Des contradictions, on en aura toujours, mais déchiré par une incapacité à se rallier dans une même direction. Donc voilà, l'enjeu, c'est de rencontrer l'autre en soi. Rencontrer l'autre en soi, parce que l'autre, c'est aussi nous-mêmes. Donc voilà un exemple de symbole, j'aurais pu vous en donner d'autres, mais je ne veux pas être trop longue. Bon, on a chez les Grecs le caducée d'Hermès, le passeur, etc. Bien. Donc ceci, c'est un processus qu'on pourrait parler alchimique. D'ailleurs, Jung s'est penché sur l'alchimie, il a beaucoup travaillé dessus, et qu'on appelle le processus d'individuation. Individuation. Afin de retrouver son unité individis, c'est ce qui n'est pas divisé. Et nous, on est déchirés perpétuellement entre des aspirations contraires. Comme disaient les anciens, on est quelque part entre Dieu et la bête. Et c'est ça qui fait la grandeur et aussi la tragédie de l'existence humaine. Sinon, tout serait très simple. Mais là, c'est une bonne piste. Voilà. Et le centre de l'être, c'est le soi, qui est au-dessus, enfin en dessous, mais aussi au-dessus de tout ça. C'est l'axe conducteur, le soi, qui est lié aux archétypes lumineux, etc. Là on réintègre l'unité. D'ailleurs, il y a une belle phrase de Jung qui dit « L'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut ». Alors, donc, le langage du rêve. On a vu qu'il était symbolique. Un symbole, en fait, ça peut être un objet de la vie courante. Ce n'est pas des choses extraordinaires, mais qui va revêtir une autre signification dans le rêve. Je vais prendre un exemple très connu, un arbre. Un arbre, c'est un arbre, mais dans toutes les traditions, il a de multiples significations symboliques, dont celui d'axe du monde. Parce que ses racines puisent dans la terre, ses branches montent vers le ciel, etc. Une tasse, ça peut être un Graal. Et même, il faut comprendre que nous utilisons constamment le langage symbolique, même si nous sommes très attachés à notre compréhension rationnelle. Mais celle-ci reste en surface. Le symbole, c'est ce qui nous attache aux racines de la vie. Pourquoi on aime une photo? Rationnellement, une photo, c'est un bout de papier. Elle porte une image qui a un sens pour nous. Et un drapeau, c'est quoi? C'est un bout de tissu. Ouais, on n'aime pas quand on brûle le drapeau, parce que ça représente quelque chose. Voilà, c'est la dimension symbolique de l'être humain. Elle est au cœur de l'être humain. Et c'est quelque chose qu'on doit revaloriser, parce que c'est l'accès au sacré. Et ce mot-là a mauvaise presse, mais le sacré, c'est la conscience du tout autre, et c'est ce qui rend l'homme humain. Indépendamment d'une affiliation religieuse ou pas, ça n'a rien à voir. Bien. Donc, l'inconscient dans les rêves fonctionne par image, etc. Voilà. Donc, comprenez que pour analyser, comprendre ces rêves, qui forment une unité, même s'ils semblent complètement déstructurés, il y a toujours un tout. On est obligé d'accéder à la clé symbolique. C'est-à-dire de l'étudier, de lui redonner sa juste place. Alors, comment fonctionnent les rêves maintenant? Sur le plan biologique, alors déjà, le cerveau passe par des phases de 90 minutes. Bon, il y a 4 phases: endormissement, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Et celui qui nous intéresse, c'est le sommeil paradoxal. On dit paradoxal parce qu'on est à la fois on est très profondément endormi, mais il y a une forte activité cérébrale, et c'est à ce moment-là que se produisent les rêves. Voilà. Régression de nos états de vigilance, ça siffle, qui permet la régénération de l'organisme et de la croissance. D'ailleurs, vous savez que dans les états totalitaires, si on voulait faire mourir quelqu'un, on le privait de sommeil, et de sommeil paradoxal, il devenait fou. Ça peut rendre fou, pas seulement de ne pas dormir, mais de priver de rêve. Donc ça a vraiment une fonction.
La fonction générale du rêve, donc, c'est au niveau psychique de rétablir un équilibre. Le rêve va compenser les déficiences de la personnalité et en même temps va donner des signaux d'alarme aux rêveurs. Voilà. Donc ça, c'est le domaine qui nous intéresse. Il y a un autre plan au-dessus, le plan spirituel, bon, qu'on retrouve mentionné dans des traditions hindoues, bouddhistes, entre autres, mais peut-être qui nous dépasse un peu pour le moment. Donc on va s'en tenir à la dimension psychique, psychologique. Alors, les 4 types de rêves. Alors, on a les rêves de régulation de la journée. C'est ce qu'on appelle le rêve banal, ou des fois le rêve qu'on considère comme bête. Le rêve bête, ça n'a ni queue ni tête, on ne comprend rien, il y a des morceaux que, lorsque ça retourne au conscient, on n'est pas capable d'assimiler. Il n'est pas dénué d'intérêt pour autant, ce rêve bête. Il n'y a pas de rêve banal, donc aucun jugement moral sur nos rêves. Sinon, on ne s'en rappellera pas, on va les évacuer. Le conscient, moralisateur, non, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de rêve banal, ils ont tous leur importance. Il faut chercher le détail plus significatif dans le rêve banal. Les formes, les couleurs, etc. On prendra quelques exemples après. Alors, ce sont les rêves les plus courants. On appelle ça aussi des fois les rêves digestifs. On a mal au ventre, fait quelques cauchemars. Bon. Ce n'est pas les plus intéressants, mais bon, ils peuvent quand même dévoiler quelque chose. Un autre niveau ensuite, ce sont les rêves de compensation. Par exemple, si on a une journée très pénible, eh bien, le rêve va rétablir un équilibre en nous envoyant un rêve plaisant. Ou inversement, si on s'est surestimé, le conscient s'est surestimé dans la journée, ben le rêve va souligner ce qui a été dévalué. Voilà. Ces rêves peuvent aussi apporter des solutions. Et on arrive aux rêves qui sont encore plus intéressants, ce sont les rêves de transmutation, le 3e niveau. On a régulation, digestive, etc., quotidien, compensation, on rétablit un équilibre, transmutation, c'est-à-dire que l'inconscient va présenter des événements fort différents du vécu de la personne qui vont provoquer des tensions dans l'âme. C'est-à-dire on peut sortir de là où on n'est pas bien, on a envie de pleurer, ou ça tire. Bon, c'est pas très agréable, mais ça veut dire qu'il s'est produit quelque chose, une rencontre peut-être avec l'ombre. Ce type de rêve met en jeu des forces internes et crée un conflit avec le moi. Eh oui, mais rappelez-vous, c'est la seule manière d'amener un élargissement de la conscience. C'est ce qui conduit, les rêves de transmutation conduisent à l'individuation, ce qui est normalement l'objectif de... Les rêves de mort font partie de cette catégorie. Alors, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des rêves de mort. En général, on n'aime pas rêver des squelettes dans le placard ou bon, de se voir soi-même, mort, ça arrive, ou de voir nos proches morts. Rassurez-vous, dans 9 cas sur 10, nous dit-on, ça n'a qu'une dimension symbolique. Autrement dit, ce qu'il faut voir, si c'est nous-mêmes, à quoi va-t-on mourir en fait? Qu'est-ce qu'on va abandonner? Ça peut être une nouvelle phase. Oups. S'il s'agit d'un, un membre de notre famille ou une connaissance, que représente cette personne pour nous? Ce à quoi on va mourir, c'est la représentation qu'on se fait de cela. Qu'est-ce qui cherche à mourir à l'intérieur de nous? Donc ça peut être une quête d'autonomie, ce n'est pas forcément négatif. Par exemple, voir mourir son père, ça peut être un signe aussi de refus de l'autorité ou de la hiérarchie, puisque ce sont des valeurs qui sont traditionnellement associées à cela. Voilà. Ce n'est pas forcément négatif, en général, c'est plutôt un gage de délivrance, et on va passer à autre chose. Et enfin, on a le 4e niveau qu'on appelle les grands rêves, qui sont assez rares, ceux-là, et prophétiques, dans lesquels émerge l'inconscient collectif, chargé de symboles inconnus, avec des trames mythologiques.
ils sont très revitalisants parce qu'ils nous ouvrent à une dimension universelle, insoupçonnée. D'ailleurs, ce type de rêve pouvait guérir, comme en témoignent les écoles, les temples dédiés à la guérison en Égypte et en Grèce, à Épidore notamment, où les malades venaient passer la nuit, se mettaient en état de contemplation, et le dieu du lieu leur apparaissait et il guérissait, ou alors la divinité protectrice leur indiquait la cause et le remède. Bon, c'est pas mal, hein, mais ça fonctionnait quand même. Hein. Bon, nous, on n'en est plus là, on a un peu oublié tout ça. Mais ces rêves sont intéressants parce qu'ils peuvent être aussi de nature prémonitoire. Les vrais rêves prémonitoires, ça existe aussi, hein, qui sont très déroutants pour la raison. Mais pourtant, ils existent. Il faut savoir que le rêve est dans un autre espace-temps, n'est-ce pas? Vous l'avez remarqué, ça ne c'est pas les mêmes critères qu'ici. On peut vivre des synchronicités, etc. Et les rêves peuvent aussi induire beaucoup de créativité. On dit par exemple, je prends des exemples de grands artistes, que Mozart il a rêvé de la flûte enchantée. Wagner de l'or du Rhin. Des scientifiques aussi. On dit que Fleming a découvert la pénicilline en rêve, etc., etc. Donc c'est un moment, ce sont quand on touche les grands rêves, quand on touche l'inconscient collectif, on peut avoir une puissante inspiration, et qu'il s'agit de redescendre. C'est très créatif. Alors, les personnages du rêve. On a vu en fait que souvent c'est nous-mêmes, hein, je vous ai dit, dans le rêve, on se dédouble, très souvent, pas toujours. Bon, pour s'y reconnaître, on a vu que l'ombre, c'est toujours les personnages du même sexe. Donc le même sexe, c'est nous, mais selon ce qu'il dégage, ça va être l'ombre, ou le côté positif de nous. Voilà. Ok ? Maintenant, quand ce sont des personnages du sexe opposé qui apparaissent, donc là, ce n'est pas nous. Ce sont des figures de principe complémentaires, comme on a vu, la sorcière ou la princesse, ou le barbe bleue ou le prince charmant, etc. Bon, ça, c'est des exemples un petit peu extrêmes, mais vous voyez, on a vu toutes les nuances. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est comment on se projette sur la polarité complémentaire. Ça peut donner des indices aussi comment dans la vie on se positionne, puisque tout ça c'est la réalité, une. Alors les animaux, il y a beaucoup d'animaux dans les rêves. Alors si vous voulez étudier tout ça, hein, il faudrait une semaine pour le voir, mais il y a pas mal de bouquins qui expliquent que les animaux, qu'ils soient familiers ou inquiétants, sont associés à un aspect de notre psyché, selon leurs qualités propres. La force, le courage, l'émotivité, l'attachement, la violence, la peur d'être pris au piège, enfin. Ça, je pense qu'avec un peu de bon sens, on peut déjà s'interroger pour savoir ce que représente l'animal pour nous. À la fois dans sa dimension positive, quelquefois, pour nous protéger, ou au contraire, des fois négative, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'il faut dépasser en nous-mêmes. Alors, le décor. Quand je dis le décor, c'est très vaste. Je vais trop vite. Merci. Le micro est englouti. Alors le décor, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai relevé quelques aspects essentiels, je pense, dans lesquels tout le monde va se reconnaître. La maison. On rêve souvent de maison, n'est-ce pas ? Et la maison, c'est nous-mêmes. Alors, selon l'aspect qu'elle va avoir, elle peut être étriquée, délabrée, ou au contraire, lorsque l'on rentre, s'ouvrir vers plein de pièces insoupçonnées, vers un très beau jardin. Donc, tout dépend de comment on se voit, en fait. Le jardin, c'est plus l'apaisement, la réconciliation. Donc, regardez bien la maison, et surtout les pièces de la maison. Certaines pièces sont intéressantes. Ce ne sont pas celles qui sont les plus, je dirais, politiquement correctes, le salon, tout ça. Non,
sont les pièces plutôt obscures, la cave, la cuisine, les WC, qui ont une très grande importance dans les rêves. Le grenier. Vous voyez, par exemple, la cave est associée à l'inconscient personnel. La cave, c'est noir, il y a des toiles d'araignée, on y stocke de la nourriture, bon, etc. Des réserves, c'est l'inconscient personnel. Il faut y apporter de la lumière. Le grenier, c'est le conscient. Les rêves de WC sont très courants. Et il faut faire abstraction du regard moral du conscient qui dit « Oh, mais je ne toucherai pas à ça ». En fait, c'est une façon de se délester qui n'est pas impudique, mais intéressante, si on le voit comme ça. Parce que c'est très fréquent. Hein. Le feu à la cave, attention, hein, le feu à la cave, c'est qu'il y a un danger qui couve. Si la personne rêve ça, c'est que vraiment, la persona s'est créée une façade, mais a très très peur d'un anéantissement. Donc, regardez comment vous voyez la maison, comment on se voit. Si on se surestime, se sous-estime. Hein, si on découvre qu'il y a plein de pièces insoupçonnées, c'est que, eh bien, on n'utilise pas son potentiel caché, latent, et c'est bien dommage. Donc, faire un peu de philosophie, ça sert à ça. Alors, les véhicules, les véhicules, que ce soit des voitures, des vélos, correspondent à notre domaine de progression. Voilà, c'est ce qui nous meut, ce qui nous porte. Par exemple, un des rêves, donc cette rêveuse rêvait qu'elle avait une pente à monter, elle était en vélo, qui était très raide. Et elle n'arrivait pas, elle dit « j'arriverai jamais au bout », et bon, elle s'est arrêtée à mi-chemin. Et finalement, heureusement, son inconscient lui a envoyé une très bonne idée, c'est de passer sur le petit plateau et le grand pignon, c'est-à-dire qu'on pédale à toute vitesse, on va très lentement. Et en faisant comme ça, elle a réussi à arriver en haut de la côte. Et elle a compris, en fait, que la façon de procéder dans sa vie, c'était pas de vouloir foncer et d'aller tout de suite au sommet, mais qu'il fallait patience, détermination, petits pas. Un exemple. Voilà. Bon, il y a tous les voyages de train aussi, je crois que j'en ai donné quelques-uns. Les voyages de train, c'est très intéressant aussi. Moi, je ne l'ai pas noté, mais on verra si on a le temps d'en reparler. Bon, le train est sur des rails, donc c'est vraiment la puissance du destin. Quand on a peur que les trains nous roulent dessus, c'est quelque part, bon, on n'est pas trop à l'aise avec tout ça, quoi. Il y a les rêves de bagages qui vont avec. Hein. On a tellement de bagages qu'on n'arrive pas à monter dans le train. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou alors on est dans le train, on doit descendre, c'est notre station. On est tellement encombré qu'on rate la sortie, quoi. Bon, là, je pense que la signification est assez simple. C'est l'encombrement psychique. On doit se délester, être plus simple, tout simplement. Bon. Alors, les éléments aussi apparaissent souvent dans les rêves, notamment l'eau et le feu. Moins le feu, bon, surtout l'eau. On rêve beaucoup d'eau. Alors, vous me direz, il y a différents types d'eau. Hein. Ça peut être un cours d'eau, un lac tranquille. Ça peut être des vagues de submersion. C'est très impressionnant, ça aussi. Alors, il peut y avoir des inondations. L'eau, dans son sens positif, c'est une dimension de purificatrice. L'eau nettoie. Hein, besoin de se purifier, de retrouver l'origine, voilà, comme quand on se baigne dans la mer. Elle peut être régénératrice quand on rêve d'aller dans l'eau, mais elle peut être très effrayante aussi. Quelquefois, on peut rêver d'une vague. On court, il y a une énorme vague qui nous poursuit, on essaye d'y échapper. En général, on se réveille avant d'être submergé. Bon, ça prouve que quelque part, on a du mal dans sa relation avec l'inconscient. Qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas le voir, lui, il va venir. Bon, les rêves d'inondation, c'est les rêves de submersion psychique. Bon, c'est des rêves d'irruption de l'inconscient. Bon, si j'ai le temps, je vous raconterai ce rêve d'un paquebot, mais là, je ne vais pas aller trop... Alors, je vais terminer avec les exemples. Alors, le feu. Que nous dit Jung sur le feu? Je cite. Il n'y a pas de conscience sans distinction des contraires. Rappelez yin-yang, masculin, féminin, animus, anima. Il n'y a pas de conscience sans distinction des contraires. C'est le principe paternel du logos qui, dans un combat infini, s'arrache à l'obscurité première,
à l'inconscience. Le conflit engendre le feu des affects et des émotions, et comme tout feu, il possède deux aspects, celui de brûler et de produire de la lumière. Bon, si on peut rêver d'incendie, là, il faut s'inquiéter. Il va falloir comprendre la source pour éteindre l'incendie. Mais le feu aussi produit de la lumière et de l'élévation. Donc, ce n'est pas négatif. Tout dépend du contexte. Alors, il y a aussi beaucoup de rêves. Les plus fréquents, je les cite, les rêves de chute. Alors, on va tomber dans le vide. Bon, qu'est-ce que ça signifie? On a peur d'être disqualifié, voilà, de ne plus être reconnu. Alors, il y a aussi les rêves d'envol. Vous savez que dans les rêves, ce n'est pas les mêmes notions d'espace et de temps. On peut voler, enfin, dans les rêves, on peut faire il n'y a plus de pesanteur. On peut même parfois voler. Plutôt les enfants qui volent, mais parfois les adultes aussi. Et le vol, ça peut être aussi, là encore, à double sens, soit le messager de l'âme, alors ça c'est le top rêve, ça peut arriver, soit c'est une fuite du réel, c'est-à-dire voilà. Ou alors on se surestime. Vous voyez, vous trouverez toujours des explications qui, encore une fois, ne sont pas à réduire, c'est juste des pistes, mais qui sont dialectiquement opposées, parce que la vie est ainsi faite. Alors, les rêves de poursuite, vous êtes poursuivis par des personnages abominables qui vous veulent du mal. Bon, si on cherche à s'échapper, c'est qu'il y a un refus d'affronter une problématique. Autre exemple, c'est un peu en vrac. La royauté, ça c'est des rêves d'un autre niveau, si on rêve de roi, de trône, mais quelque part, c'est qu'on est en train de construire son royaume intérieur. Voilà. Les rêves d'image de soi. Il y a des rêves qui sont très gênants, comme par exemple, on rêve qu'on se promène tout nu. Ça arrive. Des fois, on est pieds nus déjà. Bon, mais des fois, on est franchement tout nu, mais on est en public. Mais personne ne remarque qu'on est nus, nous. Ça vous est jamais arrivé, ça? Bon. Alors, on est très mal à l'aise, mais personne ne nous voit, en fait. C'est la peur d'être dévoilé. Je ne veux pas qu'on me voie comme je suis. On se protège du regard de l'autre. Okay? Ou alors, une variante qui est assez déstabilisante. On est sur une scène de théâtre, par exemple. On doit jouer un rôle, mais on ne connaît pas son texte. On ne connaît pas le premier mot. Bon. Là, c'est un constat de dévalorisation de soi. Bon, c'est pas grave en soi, ça donne des indices de sur quoi travailler. Voilà. Bon, le thème de la mort, on en a déjà parlé, ce sont les transformations, les passages, nouvelles naissances. Donc, il faut comprendre que la vie passe par des périodes de transformation, donc c'est pas mauvais à un moment donné d'être confronté à ce type de rêve. Bon, voilà, j'en ai d'autres sur le corps humain. Bon, si on perd ses dents, des fois les dents qui bougent, perte de vitalité, ou alors étape de changement. Vous savez, c'est comme les petits enfants, ils ont des dents de lait, puis un jour ça tombe. Après, il y en a d'autres qui repoussent, etc., etc. Bon, je ne peux pas faire les choses de manière exhaustive, ça serait trop long, c'est juste quelques éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation des rêves requiert une histoire, pas des fragments. Nous, on aimerait bien, parce qu'on est habitué à avoir un monde de consommation, on met la pièce, on appuie sur le bouton, on a la réponse. Bon, c'est pas, en astrologie, c'est pareil, ça ne marche pas comme ça. C'est complexe, ça implique une vision d'ensemble, une compréhension profonde et un investissement de soi, puisque c'est nous-mêmes qui devons apprendre à décrypter, comprendre nos rêves, à devenir les amis de nos rêves. Alors, j'aimerais donc, pour la dernière partie, vous projeter. Je vous avais dit au début que je ferai une petite projection d'une partie de la conférence de Laura Winkler sur les rêves, dans laquelle elle donne 7 rêves, grands rêves de Carl Gustav Jung, depuis tout petit. Il avait 4 ans lors du premier rêve, et le dernier, peu avant sa mort, il doit avoir 85 ou 86 ans.
7 rêves qu'elle présente très bien, et ensuite je conclurai rapidement et on pourra échanger. Voilà. Alors, vers 4 ans, il a un rêve qui a été appelé les rêves du phallus. Donc, il est dans l'enfance et il va vivre quelque chose qui lui fait descendre dans des profondeurs obscures. Alors voilà, les rêves disent ça. L'enfant est dans une prairie derrière la ferme attenante au château. Il y découvre un trou sombre qu'il n'a jamais vu auparavant. Curieux, il s'approche et regarde au fond. Il y voit un escalier de pierre qui s'enfonce, par lequel il descend craintivement. Vous voyez la scène que je vous raconte. Il arrive à une porte fermée par un rideau richement ouvragé. Il l'écarte et voit un grand espace carré baigné d'une lumière crépusculaire. Un trône d'or royal se dresse sur une estrade. Sur ce trône se trouve une forme gigantesque, haute d'environ 5 mètres, que l'enfant pense d'abord être un tronc d'arbre. L'objet, d'un diamètre de 50 cm, est fait de peau et de chair vivante, dit-il. Il porte une tête de forme conique, sans visage et sans chevelure. Sur le sommet, un œil unique, immobile, qui regarde vers le haut. Une clarté brille au-dessus. L'enfant est terrorisé, car il a l'impression que l'objet, qui pourtant est immobile, pourrait descendre de son trône et comme un ver ramper jusqu'à lui. C'est alors qu'il entend sa mère crier d'en haut « Oui, regarde-le bien, c'est l'ogre, le mangeur d'hommes. » 4 ans, il a l'enfant quand il fait ses rêves. Bon, en fait, on explique que dans ses rêves, il rencontre les dieux inconnus, la puissance vitale de la nature et de l'univers. C'est comme une sorte de phallus, mais qui est dans les profondeurs, donc c'est la force vitale cosmique. Donc il descend dans les profondeurs, cette descente obscure et l'émergence souterraine vers laquelle l'enfant se dirige en conscience. Bon, il va donc retrouver ce cheminement vers l'intérieur et les profondeurs tout au long de sa vie. Mais là, c'est intéressant. Comment il a évoqué la force vitale primordiale. Après, vers 15 ans, il fait un rêve qu'on appelle le rêve du radiolaire. C'est le moment où il va évoquer l'éveil de sa vocation, puisqu'en fait, il étudie, c'est un élève, un personnage un peu taciturne, un petit peu isolé des autres, très original en fait. Donc, après un premier rêve où il déterrait des ossements d'animaux préhistoriques dans un tumulus funéraire, il eut un second plus significatif. Et ces 2 rêves le décident à se diriger vers des études des sciences de la nature. Alors, voilà comment ça se passe. Il se trouvait à nouveau dans une forêt. Elle était traversée de cours d'eau parsemés de broussailles. À l'endroit le plus obscur, j'aperçus, entouré d'espèces broussailles, un étang de forme ronde. Un étang de forme ronde avec des broussailles. Dans l'eau, à moitié enfoncée, il y avait le plus étrange des êtres. Un animal rond, scintillant de 1000 couleurs, et composé de nombreuses petites cellules ou d'organes en forme de tentacules. Un radiolaire géant d'environ 1 mètre de diamètre. Que cette créature magnifique soit restée à cet endroit caché, sans être dérangée, dans l'eau claire et profonde me parut être une merveille indescriptible. Elle éveilla en moi le plus ardent désir de savoir. Les radiolaires, en fait, s'étudient au 19e comme des formes vivantes de petits animuscules, je ne sais pas comment dire, de petits animaux infiniment petits. Mais lui, il voit ça comme ces sortes de, pas des méduses, mais une forme un petit peu comme ça, très particulière. Donc, en fait, ces 2 rêves le décident de se diriger vers les études des sciences de la nature. Et cette forme ronde et radiante, c'est aussi une image, en fait, de totalité, de vie, de lumière, symbolise un ordre pour ainsi caché dans l'obscurité de la nature. Ce que Paracelse se nommait la lumière de la nature. Donc il va être attiré pour découvrir quels secrets lumineux sont contenus derrière tous les mystères de la nature. C'est bon, hein? Surtout retenez l'âge, hein, donc 4 ans, 15 ans. Quand il a 25 ans,
il fait un rêve qu'on appelle le rêve de la petite flamme. Alors, il faut déjà savoir que ce personnage si curieux sentait en lui qu'il avait deux personnalités. Une qu'il appelait la personnalité numéro un jeune homme peu sympathique, moyennement doué, avec des prétentions ambitieuses, c'est un peu l'ego personnel. Et la personnalité numéro 2 n'était pas un caractère, il le dira, mais une vita per acta, une vie parachevée. Il était né, mort, vivant, une vision totale de la nature elle-même. C'est son soi. Donc il avait en fait déjà développé très fortement ces deux natures. Une qui était l'expression de son inconscient avec toute la puissance de l'être au-delà de l'espace-temps, et l'autre qui était ce jeune garçon qui faisait ce qu'il pouvait dans la vie. À la fin de sa vie d'étudiant, il vit un tournant qui prépare la fin de l'état d'incertitude et de balancement entre deux mondes. Et ce rêve qu'il va faire maintenant, que je vous raconte, l'incitera à développer sa conscience et sa personnalité dans la première phase de sa vie. La petite flamme était sa conscience propre, l'unique chose qu'il possédait. Enfin, je vais l'expliquer. Je vais dire les rêves. C'était la nuit, à un endroit inconnu. Je n'avançais qu'avec peine contre un vent puissant soufflant en tempête. Vous voyez, la scène, les vents. En outre, il régnait un épais brouillard. Je tenais et protégeais de mes deux mains une petite lumière qui menaçait à tout instant de s'éteindre. Or, il fallait à tout prix que je maintienne cette petite flamme. Tout en dépendait. Soudain, j'eus le sentiment d'être suivi. J'ai regardé en arrière et aperçu une gigantesque forme noire qui avançait derrière moi. Mais au même moment, j'avais conscience que malgré ma terreur, sans me soucier de tous les dangers, je devais sauver ma petite flamme à travers nuit et tempête. Je ne sais pas si vous connaissez quelques images du tarot, mais une image très belle dans laquelle il y a un personnage qui porte une petite flamme qu'il protège de sa cape. Ça, c'est une coïncidence. Donc, vous voyez, l'image, c'est intéressant. Alors, cette petite flamme qu'il doit protéger, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas la personnalité numéro 2, mais c'est la personnalité numéro 1. Parce que comme il est jeune, il doit construire sa personnalité, construire son identité consciente. Et pas se laisser envahir par ceux qui, à ce moment-là, dans les rêves, il ressent comme une force puissante, mais qu'il craint un peu, qui est justement la force de la numéro 2. Qui peut donner, comme il dit, qui apparaît comme une ombre. Il est avancé dans sa vie profane pour se construire une personnalité solide et ne pas sombrer dans les tentations dangereuses du numéro 2. Il va expliquer en fait que c'est un peu ce qui peut arriver aux ados, aux jeunes, disons. Ils sont en même temps dans le monde profane, entre guillemets, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sentent des forces incroyables qui les habitent. Et s'ils n'arrivent pas à les canaliser correctement, ils peuvent travailler par ça. Hallucination, folie. Certains des grands génies, Nietzsche et autres, vont apparaître effectivement comme des personnages, enfin, qui sont envahis par la puissance de ce que Jung appelle sa personnalité numéro 2. C'est que, pour ceux qui ont lu ou écouté l'émission sur Jung dont parle Frédéric Lenoir, expliquait justement ça. C'est-à-dire, en fait, lui, ce qui va lui permettre de garder son équilibre, c'est qu'il a un boulot, une famille, enfin, il a un côté, entre guillemets, personnalité numéro 1, solide. Et comme ça, il peut expérimenter, rentrer en contact avec cette intériorité sans que l'inconscient l'emporte. C'est intéressant comme problématique. Alors là vient un que j'aime beaucoup, qui s'appelle les rêves de deux crânes. Alors là, vous allez voir la maison. Donc il va parcourir sa maison, consciente et inconsciente, en remontant aux sources ancestrales de l'inconscient. Et je passe, ce rêve, il est fait quand il est avec Freud dans un voyage aux États-Unis. Mais l'interprétation qu'il donne Freud, là, il dit vraiment, il est un peu à côté de la plaque, entre guillemets, parce que pour lui, par rapport à l'histoire de la fin, il va l'interpréter comme s'il voulait tuer la moitié du monde. Mais bon, c'est pas ça. Alors, voilà ce qu'il dit. Je me trouvais dans une maison à 2 étages, inconnue de moi. C'était ma maison. J'étais à l'étage supérieur, une sorte de salle de séjour avec de bons meubles de style rococo s'y trouvaient. Au mur, des précieux tableaux étaient suspendus. J'étais surpris que ça dû être ma maison. J'ai pensé, pas mal.
Tout à coup me vint l'idée que je ne savais pas encore quel aspect avait l'étage inférieur. Je descendis l'escalier et arrivé au rez-de-chaussée. Là, tout était plus ancien. Cette partie datait du XVe au XVIe siècle. Et les maisons du XVe, XVIe. L'installation était moyenâgeuse et les carrelages de tuiles rouges. Tout était dans la pénombre. J'allais d'une pièce dans une autre, me disant, je dois maintenant explorer la maison entière. J'arrivais à une lourde porte, je l'ouvris. Vous voyez. Derrière, je découvris un escalier de pierre conduisant à la cave. Je le descendis et arrivai dans une pièce très ancienne, magnifiquement voûtée. En examinant le mur, je découvris qu'entre les pierres ordinaires du mur étaient des couches de briques, des mortiers contenant des débris. Je reconnus à cela que les murs dataient de l'époque romaine. En plus, vous voyez, c'est un bon archéologue, il identifie le style. Mon intérêt avait grandi au maximum. J'examinais ainsi les sols recouverts de dalles. Dans l'une d'elles, je découvris un anneau. Je le tirai, la dalle se souleva. Là encore se trouvait un escalier, fait d'étroites marches de pierre, qui conduisait dans la profondeur. Je le descendis et parvins dans une grotte rocheuse basse. Dans l'épaisse poussière qui recouvrait les sols étaient des ossements. Des débris, des vases, sortes de vestiges d'une civilisation primitive. Je découvris 2 crânes humains, probablement très vieux, à moitié désagrégés. Puis je me réveillai. C'est génial. Donc en fait, dans ce rêve-là, d'une part, il est en train d'expliquer un tout petit peu comment il pouvait voir la totalité de son être, depuis les conscients jusqu'à l'inconscient, et comment il est en train de remonter aussi les âges, pour expliquer que dans chacun, par l'inconscient collectif, on peut remonter toutes les étapes jusqu'à arriver à la première racine de l'humanité, qui sont ces ossements qu'il trouve dans les sous-sols. Donc toute sa vocation, vous voyez, de percer toutes les couches. Là, il avait 34 ans. Mais 1907, c'est quand il est en contact avec Freud. Alors, ce que Freud va dire, c'est que les cadavres, il avait voulu tuer sa mère, ou je ne sais pas, ou son père. L'interprétation, toujours complexe d'Édipe et autres. Donc, ils ont dit non, je ne pense pas. Bon. Mais vous voyez, c'est une description extraordinaire. C'est très bon, cette histoire. Après, alors, celui-là est assez complexe. 1913, 38 ans. Là, il va vivre un moment très critique, très difficile, parce qu'il va se séparer de Freud dans des conditions pas toujours très faciles. Et en même temps, il est en train de vivre une sorte d'état dépressif, il a des visions étranges qu'il va noter dans des cahiers, qui après va reporter dans ce qu'on appelle les livres rouges. Et il vit des états un peu particuliers, il sent des choses très étranges. Et quelques temps après, 1913, la guerre est déclarée, la Première Guerre mondiale. Et se rend compte que cet état de souffrance, de douleur qu'il sentait, n'était pas seulement personnel, il était un petit peu touché par ce qui était en train de se passer dans l'Europe à ce moment-là. Alors, ici il s'agit du rêve de la mort de Siegfried, la mort du héros solaire dans la collectivité en lui-même. Donc c'est le temps dans lequel il faut renoncer aux idéaux conscients et se confronter à l'inconscient. Alors voilà l'histoire. C'est assez complexe. Suivez-la bien, vous faites les films. Parce que vous voyez, c'est tellement bien décrit que c'est une histoire. On pourrait faire des petits films avec tout ça. Alors, je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Le ciel à l'orient était déjà clair, et les étoiles commençaient à s'éteindre. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried, et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils, et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin, tout en haut de la crête de la montagne, dans les premiers rayons du soleil levant. Dans un char fait d'ossements, il descendit à une vitesse folle les flancs rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut en tournant, nous tirâmes sur lui et il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment survint une pluie drue,
et abondante dont je savais qu'elle ferait disparaître les traces de l'attentat. J'avais échappé au danger d'être découvert, la vie pouvait continuer, mais il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Bon, ça c'est un rêve assez complexe, mais un début d'interprétation qu'on peut donner est associé au fait que cette figure du sauvage, entre guillemets, homme primitif, qui suit ses instincts, représente un petit peu une part de cet inconscient, ou ces forces premières qu'il porte en lui. La pluie, c'est la résolution des tensions entre les conscients et l'inconscient, quand ça se décharge la tension. Les héros symbolisent en fait le soleil de midi, qui doit mourir pour ne pas empêcher la vie nouvelle. C'est-à-dire, en fait, il va dire renoncer aux idéaux conscients de la civilisation dans laquelle il est, et en même temps, disons, de cette vision un petit peu de sentir une supériorité dans le monde extérieur. Quand il parle du soleil de midi, c'est parce qu'il explique que dans le cycle de la vie, on a la naissance qui est comme une aube, jusqu'à peu près, bon, il va parler du cycle de 70 ans. 35 ans, on arrive au milieu, donc c'est comme le midi de l'existence. Et ensuite, on va commencer à décliner. Et on va s'intéresser à d'autres choses jusqu'à ce que le soleil se couche. Et c'est là où justement les forces de l'inconscient, les forces du collectif l'emportent sur les forces du personnel. Donc il est en fait dans le moment où il doit tuer ses idéaux, de se construire lui-même en tant que personnalité particulière, pour se replonger dans quelque chose d'autre et assumer davantage les forces de l'inconscient. Il me reste deux. Le dernier est très court. Celui-là, il est assez curieux. Il a 69 ans. Il fait le rêve de la rencontre avec un yogi. En fait, il vient de vivre un attaque cardiaque, un état de coma. Dans cet état de coma, il a quelques visions. Il est entre la vie et la mort. Et donc, il va de là vivre ce qu'on va appeler sa deuxième maladie créatrice. La première, c'est celle que je vous ai dit quand il a fait le livre rouge, de laquelle il sort bien, avec plus de détermination, créativité. Il écrira plein de livres, dont la fin de sa vie est très féconde. Il meurt la veille de sa mort, ou avant de mourir, quelque temps avant, il dit à la personne, sa secrétaire ou quelqu'un qui est chez lui, bon, préparez pour ce soir une bonne bouteille de vin, etc. Donc il était un bon vivant jusqu'à la fin, 85 ans. Alors, voilà ce qu'il dit le rêve. Il se voyait entrer dans une petite chapelle dressée au bord de la route. À mon grand étonnement, il n'y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l'autel, mais simplement un arrangement floral magnifique. Devant l'autel, sur le sol, je vis, tourné vers moi, un yogi, dans la posture du lotus, profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu'il avait mon visage. J'en fus stupéfait, effrayé, et je me réveillai en pensant, ah, par exemple, voilà celui qui me médite. Voilà celui qui me médite. Il a un rêve, et ce rêve, c'est moi. Je savais que quand il se réveillerait, je n'existerais plus. Donc, l'objet de sa méditation ne pouvait être que sa forme terrestre. Donc à ce moment-là, il est arrivé à un stade dans lequel il comprend que la réalité est l'existence inconsciente et que le rêve est l'existence consciente. Donc il y a quelqu'un, un peu comme disent les sagesses orientales, qui rêve la réalité, l'illusion. La pseudo-réalité est rêvée par quelqu'un qui nous pense. Dans cette image du yogin, c'était un peu les sages qui le pensaient lui-même. Donc lui, il était la projection de cette force. En fait, il sait qu'il passe définitivement de sa personnalité numéro 1 à la personnalité numéro 2. C'est bon. Le yogin a vaincu sur entre guillemets, l'homme d'affaires. Et le dernier de tous, il est fait en 1961, quand il a 85 ans, un petit peu, quelque temps avant sa mort. Et on l'appelle le rêve de la pierre, temple de l'essentiel. Et il sera très bref. Il dit, il voyait un énorme bloc de pierre rond, placé sur un socle élevé, et au pied de la pierre étaient gravés ces mots. Et ceci sera pour toi un signe de totalité d'unité. Et ceci sera pour toi un signe de totalité. Mais la pierre est ronde, vous voyez?
Donc il est passé du cube, dans le cube il y a des arêtes, il y a quand même une distinction des choses, à la sphère. Et rappelons-nous que la sphère comme forme géométrique, comme volume géométrique, c'est le plus complet de tous, parce qu'il contient tous les volumes. Donc c'est comme s'il était arrivé au bout de la construction de quelque chose. Donc c'est son dernier super rêve. Voilà, donc je voulais vraiment rendre un hommage à Laura Winkler qui nous a tous enseigné sur les rêves, entre autres, à travers, dans une expression directe. Et vous avez eu là un exemple de 7 grands rêves, ce qu'on appelle des grands rêves. Voilà, le 4e type de rêve, c'est-à-dire ceux qui impactent profondément l'inconscient collectif, dont on se rappelle, soit on les ignore, soit on s'en rappelle toute sa vie, en général, de ces rêves-là. Et qui sont vraiment en rapport avec cette idée d'individuation, c'est-à-dire d'arriver aux sources de soi-même. Voilà. Et pour clôturer cette partie, je ne voudrais pas être plus longue, je vais vous lire aussi un rêve de Jung, disons qu'il va redescendre un petit peu dans un niveau peut-être pour nous plus accessible, mais qui nous donne quand même la mesure de ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et comment avancer, et pourquoi avancer, et comment avancer. Avancer vers nous-mêmes, c'est-à-dire nous rapprocher aussi des autres. Donc, c'est un rêve de Jung qui nous dit « Dans un désert de rocailles, je marche fourbu le long d'un profond ravin. Il me faut gagner l'autre rive. Elle est verdoyante. Enfin, le chemin m'amène à un pont qui semble m'inviter, mais je ne vois que la première arche. Cela me rappelle le pont d'Avignon. Et pourtant, si je ne traverse pas, je vais mourir de soif ici. Tremblant de peur, j'avance anxieusement. Et bientôt, je constate que le pont se développe au fur et à mesure que j'avance. Et quand je veux aller trop vite, je manque de tomber dans le vide. Je dois avancer lentement et avec confiance. Ça vous rappelle rien, peut-être certains, cette histoire du pont qui se matérialise Indiana Jones, peut-être, certains l'ont vu. C'est assez extraordinaire cette image. Vous voyez ça, c'est un archétype, c'est une idée universelle. Le héros, il y a le gouffre, mais il doit puiser en lui-même la confiance, que ce soit en son maître, en son âme, en son intériorité, et avancer. On crée le sentier en avançant, et le pont se matérialise à chaque pas. C'est extraordinaire, cet enseignement. Mais attention de ne pas être trop avide, de ne pas vouloir aller trop vite, sinon on peut tomber. Eh oui, la chute est toujours possible. Je dois avancer lentement et avec confiance. Voilà avec ça je vais clôturer, quel est l'objectif donc de cette quête intérieure, encore une fois au service de soi-même, mais aussi du service aux autres, puisque c'est la meilleure manière de nous relier et de nous connecter, de faire œuvre utile en tant que philosophe, c'est-à-dire les acteurs de notre propre protection pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus, on l'échange. Voilà. Merci.